La théorie polyvagale, épisode 4, réguler le système nerveux autonome. Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associée à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Lors du premier épisode, nous avons vu comment une personne réagit lorsqu'elle est en sécurité, lorsqu'elle est en danger, lorsqu'elle est en danger mortel. Nous avions présenté ça sous la forme d'une pyramide inversée. C'est important de considérer cette pyramide en échelle. On ne peut pas passer du mode ventral au mode dorsal sans passer par l'orthosympathique, par une activation orthosympathique. Et donc, c'est vrai dans un sens, c'est vrai quand on descend l'échelle, c'est aussi vrai quand on remonte l'échelle. Une personne qui est dans le parasympathique vague dorsal ne peut pas revenir dans le ventral sans passer par cette étape, par cet échelon du sympathique. Pour sortir du mode dorsal, nous devons mettre en place des stratégies pour remonter au niveau du sympathique régulé. Je vous rappelle que lorsqu'une personne tombe dans le mode dorsal, c'est parce qu'elle sent sa vie en danger mortel et qu'elle n'a pas les ressources pour faire face à cette menace. Donc pour elle, le combat et la fuite ne sont pas, ou en tout cas ne sont plus des options. Ce qui signifie que la mobilisation d'énergie qui est fournie par le système nerveux orthosympathique n'est plus utile. Donc dans le dorsal, la personne va tomber en hypoactivation, une hypoactivation qui peut aller jusqu'à l'évanouissement comme nous allons le voir. La personne s'immobilise, elle se fige, son rythme cardiaque ralentit, sa pression artérielle diminue, elle éprouve une sensation de flou, elle est confuse, elle ne ressent plus ou peu de sensations physiques, elle n'éprouve parfois plus d'émotions et si elle en éprouve, c'est plutôt de l'ordre de la tristesse, du désespoir, de l'impuissance. Sur cette vidéo, nous voyons une dame qui est sortie indemne d'une explosion et qui retourne dans le dorsal et qui s'évanouit. Nous avons tous un schéma de réaction personnel issu de notre histoire. Nous avons parlé au deuxième épisode de la neuroception. En fait, cette neuroception ne mesure pas uniquement le danger objectif réel, mais plutôt une perception subjective qui est teintée de nos expériences de danger antérieures. Dans une situation sécure, en fonction de notre histoire et de notre traumatisme vécu, des stimuli qui sont par ailleurs tout à fait anodins et sans danger peuvent être détectés comme des signes de danger par notre neuroception. Ces stimuli, on les appelle des déclencheurs. Ces déclencheurs peuvent être internes ou externes. Interne, par exemple, une pensée qui traverse la personne, une sensation qu'elle éprouve, une émotion qu'elle ressent. Ils peuvent être externes, par exemple un objet, une couleur, les mimiques d'un interlocuteur, toutes choses dans l'environnement qui peuvent rappeler une expérience antérieure de danger. Donc ça veut dire que même dans une situation qui objectivement est sécure, une personne peut se retrouver dans le mode dorsal. Alors comment reconnaître une personne qui est en mode dorsal? Vous voyez là une patiente en mode dorsal, son visage est sans expression, son regard est vague, ce qui lui donne d'ailleurs un air hagard. Je vous rappelle que c'est la branche ventrale du nerf vague qui innerve le visage et comme cette branche n'est pas activée, le visage est assez inexpressif. Elle est presque immobile, elle bouge lentement, ses gestes sont ralentis, elle parle peu, à voix basse sur un ton monocorde, il ne faudrait pas qu'un prédateur la remarque. Elle ne me regarde pas, elle n'est donc pas dans l'interaction sociale, elle n'est pas dans l'engagement social. Comment aider une personne à sortir du mode dorsal? Comme nous l'avons compris, il faut la ramener dans le mode sympathique et la régulation va donc porter sur la mobilisation d'énergie et sur la reconnexion à soi-même et à l'environnement. Avant toute chose, mais est-ce vraiment nécessaire de le rappeler, le thérapeute doit tout faire pour que le patient se sente en sécurité. Par exemple, il peut lui demander s'il préfère changer de siège, s'il préfère être dos à la fenêtre ou dos à la porte, ou face à la fenêtre, face à la porte, si l'intensité lumineuse lui convient, s'il y a quelque chose à changer dans l'environnement, peut-être un objet qui pourrait éventuellement le déranger. En tout cas, le thérapeute doit être la figure sécure pour le patient.
En mode dorsal, la personne est immobile, elle est figée, il faut donc l'aider à se mobiliser. Elle est impuissante, il est donc important de l'aider à recouvrer ses capacités d'agir et de réagir. Elle est déconnectée de ses sensations physiques, elle doit donc se réancrer dans son corps, se reconnecter à ses sensations corporelles. Elle est déconnectée de son environnement, on va donc aussi l'aider à reprendre conscience de ce qui l'entoure. Son néocortex préfrontal est déconnecté parce que son système nerveux autonome a pris la main. On peut dire qu'elle est déconnectée au niveau cognitif. Le néocortex, il est impliqué dans diverses fonctions cognitives et notamment dans la prise de décision et la réflexion. Mais en cas de danger, réfléchir prendrait trop de temps. C'est la raison pour laquelle ce néocortex préfrontal s'éteint en cas de danger et que le système nerveux autonome reprend les commandes. Il est donc essentiel d'aider la personne à rallumer son néocortex, donc l'aider à retrouver ses capacités de réflexion. La personne est immobile, elle est figée, il s'agit donc de l'aider à bouger, à se remobiliser. Dans le cadre d'une thérapie, le psychologue peut proposer à la personne de sortir du bureau et de marcher avec elle. C'est mieux si c'est dans la nature, mais même dans la ville, ça peut être une bonne chose. Quand on marche, on est côte à côte. Et c'est moins engageant d'un point de vue relationnel que d'être face à face. Le face à face, ça peut être très impliquant et parfois trop impliquant pour une personne qui est dans le mode dorsal. Le face à face, c'est une position de confrontation, alors que le côte à côte, c'est une position de collaboration. Pour les personnes qui ont vécu de la violence physique ou sexuelle ou de l'intimidation, le fait d'être face au thérapeute peut être menaçant. Mais c'est vrai aussi pour celles qui ont vécu ce que moi j'appelle des abus, c'est-à-dire des agressions sexuelles où l'abuseur a abusé du lien de confiance et du lien affectif qu'il avait noué avec sa victime antérieurement, donc antérieurement aux agressions. Ce type d'agresseur agit sans violence et avec beaucoup de manipulation. Il mime la sécurité, il parle gentiment, la tête légèrement penchée, il sourit, il s'adresse à l'enfant avec une voix douce et mélodieuse. Et pour ses victimes, ces signes de sécurité sont devenus des signes de danger. Et le fait que le thérapeute les regarde gentiment, la tête légèrement penchée et qu'il parle d'une voix douce et mélodieuse, eh bien ça peut, pour le système de neuroception du patient, évoquer le danger. Alors à votre avis, on marche vite ou lentement? Oui, on marche lentement. La personne est immobile, figée. La remobilisation doit se faire en douceur, elle ne doit pas être brutale. La personne est dissociée de ses sensations corporelles, elle est déconnectée de son corps. Il s'agit donc de la réancrer dans son corps, de lui faire retrouver ses sensations corporelles. Dans le cas d'une thérapie, le thérapeute peut demander à la personne de pousser les murs. Oui, enfin, c'est peut-être pas la peine d'en faire autant. Oui, comme ça, c'est tout aussi bien. Et comme vous le voyez, on peut aussi pousser les portes, mais ne pas enfoncer, s'il vous plaît, les portes ouvertes. Et le thérapeute demande à la personne si elle sent bien les pieds sur le sol, si elle sent la tension musculaire dans les bras, dans les jambes, si elle sent la force dans les bras, dans les jambes. Et le thérapeute fait l'exercice en même temps parce que si on regarde le patient s'exécuter, il pourrait se sentir mal à l'aise. Un autre exercice consiste à demander à la personne de marcher sur une ligne imaginaire et bien sûr, le thérapeute le fait à ses côtés. On peut ensuite demander au patient de marcher sur la pointe des pieds, ce qui mobilise davantage les muscles, nécessite davantage de coordination, ce qui le réancre davantage dans son corps. Là encore, le thérapeute fait l'exercice en même temps que le patient. Un bel exercice pour retrouver la sensation de verticalité du corps et les sensations dans le corps, c'est de demander à la personne d'être debout, d'abord immobile, les pieds parallèles à la largeur du bassin, à plat, bien ancré dans le sol, et on lui demande de balancer légèrement son corps vers l'avant en sentant le poids de ce corps sur les orteils, et puis on lui demande de laisser balancer son corps vers l'arrière en sentant le poids du corps sur les talons. Un deuxième exercice consiste à se laisser balancer sur le côté en prenant appui sur un pied, puis sur l'autre pied et de sentir le déplacement du poids d'un pied sur l'autre. Et puis on demande à la personne de revenir dans son axe et de retrouver le poids du corps bien réparti sur les
2 appuis constitués par les pieds. On peut aussi lancer une balle ou tout autre objet doux et léger, comme par exemple un petit ours en peluche, à la personne, ce qui va remobiliser ses réflexes. La personne a été dans l'incapacité d'agir et de réagir. Elle a donc été complètement impuissante. C'est donc important de l'aider à reprendre du contrôle, par exemple en lui faisant exécuter des tâches simples. Évidemment, il faut veiller à ce que ce qu'on lui demande ne précipite pas la personne dans un mode sympathique hyperactivé ou dans un mode dorsal parce qu'on la reconfronterait à quelque chose qui lui évoque les dangers, comme par exemple un blessé. Nous l'avons vu, la personne est déconnectée d'un point de vue cognitif. On va donc l'aider à rallumer son cortex et à retrouver sa conscience critique en lui posant des questions simples, par exemple de donner 3 noms masculins qui commencent par la lettre A ou 3 noms de capitales européennes ou les ingrédients pour faire des crêpes. La personne est déconnectée de son environnement, elle est dissociée de son environnement. On va donc utiliser des techniques de réorientation pour qu'elle reprenne conscience de ce qui l'entoure. On peut par exemple, si on est thérapeute, demander 3 choses que la personne voit de couleur bleue ou de couleur orange ou de couleur verte dans le bureau. On peut aussi lui demander 3 choses qu'elle voit qui sont apaisantes, 3 choses qui la rassurent, et ça peut être une couleur, un objet, la vue qu'elle a de la fenêtre, ça peut être une plante, un plaid, un ours en peluche, etc. On peut aussi lui demander 3 choses qu'elle entend dans le bureau ou à l'extérieur. La personne est dissociée émotionnellement. Alors, faut-il la reconnecter à ses émotions immédiatement? C'est une bonne question, mais c'est une question piège. Non, on ne fait pas parler des émotions. Certaines émotions sont liées au système sympathique. C'est notamment le cas de la colère, de la surprise et de la peur. C'est important de comprendre que les émotions sont avant tout des états physiques. On les ressent dans notre corps et les émotions sont très liées au système de neuroception. Et donc ces émotions de colère, de surprise ou de peur, pour beaucoup de personnes traumatisées, sont source d'insécurité. Elles sont reconnues par la neuroception comme étant des signes d'insécurité, ce qui risque de faire replonger les personnes dans le dorsal ou en tout cas de les mettre dans un mode sympathique dérégulé, hyperactivé. Voici un petit exercice de cohérence cardiaque. La technique consiste à faire 10 respirations par minute, le plus souvent 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Lorsque la personne est dans le mode dorsal, on peut lui demander d'inspirer pendant 6 secondes et d'expirer pendant 4 secondes. En fait, lors de l'inspiration, le système sympathique est activé et pendant l'expiration, c'est le système parasympathique qui est activé. Donc en prolongeant l'inspiration et en écourtant l'expiration, la technique est plus énergisante puisqu'elle active davantage le sympathique, ce qui est important pour une personne qui est dans le mode dorsal. Nous allons voir maintenant comment aider une personne qui est en mode sympathique dérégulé, c'est-à-dire une personne qui est hyperactivée, comment revenir au ventral par des stratégies qui vont permettre une décharge d'énergie. Une personne en mode orthosympathique dérégulé est pleine d'énergie parce que son corps est mobilisé pour la fuite ou le combat. Elle est hypervigilante et surveille de façon anxieuse son environnement. Elle éprouve des émotions telles que la peur, c'est l'émotion liée à la fuite, ou de la colère et de la rage, ce sont les émotions qui sont liées au combat. À quoi reconnaît-on qu'une personne est en mode sympathique dérégulé? Sa respiration est rapide, tout comme son rythme cardiaque. Elle a chaud. Elle a soif. Son regard est mobile, elle est en état d'alerte, elle surveille son environnement. Elle surréagit au bruit, aux odeurs, à l'intensité lumineuse. Elle s'agite sur son siège, elle fait les 100 pas. Elle se triture les mains, elle parle vite. Son taux de voix est haut, sa voix est aiguë. Son visage est expressif et elle manifeste son stress, sa nervosité, sa colère, sa peur et sa difficulté à gérer les émotions. Gérer ses émotions, ses angoisses, une énorme difficulté pour Sophie Bonnen depuis le 22 mars.
Hôtesse à l'aéroport de Zaventem, elle était à proximité des bombes lorsqu'elles ont explosé. Suite à ça, les nuits et les journées sont devenues presque hyper kinétiques et je ne suis plus tranquille nulle part, que ce soit chez moi, que ce soit à l'extérieur. Rien que le simple fait d'aller faire mes courses, c'est devenu très difficile par rapport aux réactions au bruit. Comment aider une personne à sortir du mode orthosympathique dérégulé pour retourner dans le ventral? Eh bien, les exercices de régulation vont porter sur la décharge d'énergie. Dans le cadre d'une thérapie, on peut faire de la walking thérapie, comme on l'a fait avec les personnes qui sont dans le mode dorsal, c'est-à-dire sortir du bureau, mais cette fois, on va marcher rapidement. Les balades dans la nature sont toujours à conseiller. Elles nous permettent de revenir au mode ventral. On peut aussi demander à la personne de sauter sur place. Une bonne façon de libérer l'énergie, c'est la danse. Une technique issue d'un monsieur qui s'appelle Jacobson consiste à se durcir tous les muscles, serrer les dents, fermer les poings, contracter les bras, les épaules, le ventre, les fesses, les cuisses, les mollets, et puis de tout relâcher et de profiter de cette sensation de bien-être. C'est particulièrement conseillé pour les personnes qui sont très tendues, très stressées, qui parviennent difficilement à se relaxer. C'est une technique de relaxation très efficace puisqu'elle demande à la personne de faire ce qu'elle fait déjà, c'est-à-dire se tendre. Une bonne façon de décharger l'énergie, c'est de faire vibrer tout son corps comme si on tenait un marteau-piqueur et d'exécuter des gestes avec les bras et les jambes, par exemple de boxer ou de donner des coups de pied comme si on jouait au football. La personne est en hypervigilance, à l'affût du moindre signe d'insécurité. Nous allons donc utiliser ce qu'elle fait déjà, à savoir surveiller son environnement, et on va lui demander 5 choses qu'elle voit, 5 choses qu'elle entend, 5 choses qu'elle sent, ensuite 4 choses qu'elle sent, qu'elle entend, qu'elle sent, ensuite 3 choses, 2 choses, et puis pour terminer, une chose. On peut se masser énergiquement les mains, se masser énergiquement la nuque, le tronc, les bras, les jambes, ou se tapoter le corps avec les poings légèrement fermés. La cohérence cardiaque peut là encore être d'une grande utilité. On peut proposer à la personne d'inspirer pendant 4 secondes et d'expirer pendant 6 secondes pour activer davantage le système parasympathique. Pour terminer, voici la photo que nous avons vue au départ de cette personne en mode dorsal et nous la voyons maintenant en mode ventral. Vous voyez qu'elle est dans l'interaction sociale, elle me regarde, elle sourit, son visage est expressif, elle bouge et elle est beaucoup plus tonique. Dans le prochain épisode, nous verrons comment stimuler la branche ventrale du nerf vague. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille le livre de Deb Dana, Ancré, paru aux éditions Quantumway. Nous voici au terme de ce 4e épisode. J'espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, pensez à le partager et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.